Ma fiancée laisse notre fils de 3 ans seul à la maison et disparaît parce que ma sœur l'a encouragée à partir, mais 2 ans plus tard elle revient, et je lui dis qu'elle ne reverra jamais notre fils. Il y a 2 ans, je suis rentré chez moi après un service de 10 heures et j'ai découvert que ma vie venait d'exploser. Ma fiancée, avec qui j'étais depuis 5 ans, était simplement partie. Elle avait disparu, emportant tout ce qui lui appartenait et ne laissant rien derrière elle. Elle avait pris son passeport, son appareil photo, ses journaux, même une partie des meubles. Ce qu'elle n'avait pas pris, c'était notre fils de 3 ans, et c'était le pire, parce qu'elle l'avait laissé seul. Il se tenait au milieu du salon, désormais à moitié vide, tenant son petit camion dans les mains, et tout ce que j'ai pu penser, c'est « on a cambriolé l'appartement ». Mais non. C'était pire. J'ai essayé de l'appeler et je suis tombé directement sur sa messagerie, pas une fois, mais plusieurs. Je lui ai envoyé des messages, je l'ai supplié, je suis allé chez sa sœur. Rien. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Mon fils n'arrêtait pas de demander où était maman. Je lui ai dit qu'elle était partie faire des courses, qu'elle allait bientôt revenir. J'ai menti pour le protéger, parce que je ne voulais pas admettre que je n'avais aucune idée de ce qui s'était passé. Le lendemain matin, j'ai commencé à appeler les hôpitaux, la police, son travail, ses amis. Sa mère m'a enfin appelé le soir suivant, en pleurs, disant qu'elle venait d'avoir de ses nouvelles et qu'elle allait bien, mais qu'elle avait besoin d'espace. C'est tout ce qu'elle a dit. Je lui ai rappelé qu'elle avait laissé son enfant seul à la maison, et que ce n'était pas une excuse valable. J'ai demandé si elle comptait revenir, silence. J'ai demandé si elle était en sécurité. Elle a répondu, elle va bien, puis clic. J'ai tout essayé. Je l'ai appelée chaque jour, je lui ai envoyé des messages sur toutes les plateformes. J'ai même supplié sa sœur de lui transmettre une vidéo de notre fils lui demandant de revenir. Rien. Finalement, elle m'a bloqué partout. J'ai même conduit 3 heures jusqu'à la maison de sa mère, et personne n'a ouvert la porte. J'étais seul, avec un tout petit, un emploi à plein temps, et un appartement qui ressemblait à une scène de crime. Mais je n'avais pas le temps de m'effondrer. Mon fils avait besoin de manger, de quelqu'un pour le déposer à la garderie, de quelqu'un pour lui lire une histoire le soir. Alors je l'ai fait. C'était un énorme sacrifice, mais je l'ai fait pour mon garçon. J'ai demandé de l'aide là où je le pouvais. Mes parents sont devenus ma bouée de sauvetage. Ma mère le gardait pendant que je travaillais tard. Mon père allait le chercher à la garderie. Ma sœur, malgré son emploi du temps chargé, aidait quand elle le pouvait. Chaque fois que mon fils demandait où était maman, j'avais envie de lui dire la vérité, que sa mère nous avait abandonnés sans la moindre explication. Mais je ne le faisais pas. Je me contentais de dire « maman ne peut pas être ici pour le moment ». Et à chaque fois que je le disais, j'avais l'impression de me mentir à moi-même aussi. J'ai déménagé dans un plus petit logement. J'ai rangé toutes ses photos, effacé toute trace d'elle, tout reconstruit. J'ai même déposé une demande de garde exclusive pour abandon. Comme elle avait complètement disparu et n'avait même pas cherché à contacter son enfant pendant plus d'1 an, le tribunal me l'a accordé. Et puis, 2 ans plus tard, la semaine dernière, elle a eu le culot de se pointer à mon travail. Elle a attendu que je sois en pause, puis elle est apparue. Elle avait l'air d'une personne complètement différente. Nouvelle coiffure, nouveaux vêtements, nouvelle attitude, comme si elle sortait tout droit d'un fil Instagram d'influenceuse. Quand je l'ai vue, je me suis figé. J'étais en train de penser à ce que j'allais manger, pas à tomber nez à nez avec mon ex. J'ai simplement fait demi-tour et je suis retourné à l'intérieur. Elle m'a suivi jusqu'à l'arrière-boutique. J'aurais dû lui dire de partir. J'aurais dû appeler la sécurité. Mais une partie de moi voulait entendre l'explication qu'elle avait préparée. Après 2 ans, je pensais qu'elle me devait au moins ça. Elle a dit qu'elle voulait parler, qu'elle avait suivi une thérapie, fait beaucoup de travail sur elle, mais la raison qu'elle a donnée pour avoir disparu, c'était « j'ai eu peur ». Elle a dit qu'elle se sentait piégée, que son identité s'effaçait, qu'elle ne pouvait plus respirer. Elle a expliqué que l'idée d'être mère et épouse pour toujours la faisait se sentir mourir à petit feu, qu'elle avait eu des crises de panique et des effondrements nerveux seule. Puis est venu le vrai coup de poing. Elle a affirmé que juste avant de partir, elle avait eu une longue conversation avec ma sœur, la personne à qui je faisais confiance pour la vie de mon enfant. Et selon elle, c'est ma sœur qui l'a encouragée à s'en aller. Elle lui aurait dit « Tu es trop jeune pour te retrouver coincé. Tu peux encore recommencer à zéro. Les gens tombent amoureux et se désaiment tout le temps, ne te piège pas avant qu'il ne soit trop tard. » Après ça, j'ai fait demi-tour et je suis parti. Elle a essayé de m'appeler, mais je ne me suis pas retourné. Je suis allé directement voir le responsable de mon service et je lui ai dit de ne plus jamais la laisser entrer dans le magasin. Ce soir-là, j'ai tout raconté à mes parents. Mon père a failli frapper dans un mur et ma mère s'est mise à pleurer. Elle considérait mon ex comme sa 2e fille. Elle l'a traitée comme de la famille. C'est fini. Mon père m'a dit que si elle s'approchait de notre fils, il appellerait la police. Ma mère était d'accord. Je n'ai pas encore confronté ma sœur. J'en ai envie, mais je veux d'abord me calmer. Je ne sais pas ce qui est vrai. Je ne veux pas croire qu'elle aurait encouragé quelqu'un à abandonner son propre enfant. Peut-être que c'est un mensonge de mon ex, mais je ne peux pas l'ignorer non plus. Quant à mon ex,
Elle m'envoie sans arrêt des messages depuis, des pages entières expliquant qu'elle veut reconstruire notre relation. Elle veut se cacher derrière l'excuse que notre fils a besoin de sa mère, alors qu'elle ne semblait pas s'en soucier quand elle l'a laissé seul. Jusqu'ici, c'est toujours moi, aucune excuse. Mais voilà ce qu'elle ne semble pas comprendre, elle a pris une décision, et moi aussi. Contrairement à elle, quand les choses sont devenues difficiles, j'ai choisi de rester. J'ai choisi d'être un père et je n'ai pas laissé mon enfant seul à la maison. J'ai choisi de me battre pour ce petit garçon chaque jour, et maintenant elle croit qu'elle peut simplement frapper à la porte et que je vais la laisser entrer comme si c'était son droit. Ce ne l'est pas. Elle ne fera plus jamais partie de cette famille, pas après ce qu'elle a fait. Et si elle pense que je vais renoncer à ne serait-ce qu'une part de mes droits parentaux sans me battre, elle se trompe lourdement. Je ne sais pas ce qu'elle s'attendait à entendre, que je dise, tellement content que tu sois de retour, et que je lui embrasse les pieds. Ce qu'elle a fait est suffisamment grave pour que je puisse déposer une plainte. Je n'ai pas de preuve qu'elle a laissé notre fils seul, mais cela pourrait changer si je réponds à ses messages. Je ne sais toujours pas quoi faire, je vais me calmer et voir comment les choses évoluent. Mise à jour 1. Beaucoup m'ont conseillé de ne pas lui accorder la moindre attention, ce qui est essentiellement mon plan. D'autres m'ont dit d'appeler immédiatement un avocat, ce que j'ai fait. Certains ont demandé plus de nouvelles, alors voilà. J'ai confronté ma sœur le lendemain matin. Je ne l'ai pas prévenue, je ne lui ai pas envoyé de message. Je me suis simplement présenté chez elle pendant que mon fils était à la garderie. J'ai frappé comme si de rien n'était, juste pour voir si elle serait nerveuse. Elle n'avait pas l'air coupable, donc je suppose qu'elle ne savait pas encore tout ce qui s'était passé. Ça n'a pas duré. Je lui ai demandé directement, « Est-ce que tu as dit à mon ex de me quitter ?» Elle a eu l'air confuse, « De quoi tu parles ?» Je suis resté planté là à la fixer jusqu'à ce qu'elle détourne le regard. C'est là que les fissures sont apparues. Elle m'a invité à entrer et à essayer d'agir naturellement. Finalement, elle a admis qu'elles avaient eu une conversation quelques semaines avant que mon ex parte. Elle a dit qu'elles avaient échangé sur la vie, la pression d'être parent et le stress du couple. Ma sœur a affirmé que ce n'était rien de sérieux, juste une discussion entre filles. Mais ensuite, elle a dit ceci, je lui ai dit que si j'étais à sa place, je serais probablement parti avant de me marier. Je jure que l'entendre dire ça à voix haute m'a donné envie d'exploser sa table basse de luxe. Bref, je lui ai demandé si elle savait que mon ex avait prévu de partir. Elle a répondu non. Je lui ai demandé si elle avait réfléchi à la façon dont ces mots pouvaient affecter quelqu'un déjà au bord de l'abandon, lui dire qu'elle aussi serait partie. Elle s'est mise sur la défensive, disant qu'elle ne savait pas que ça irait si loin, qu'elle était juste honnête, que mon ex était déjà dans cet état d'esprit et qu'elle cherchait des excuses. Ma sœur insiste sur le fait qu'elle ne lui a pas dit d'abandonner notre fils, mais je ne vois pas comment justifier cela. J'ai l'impression qu'elle m'a planté le plus grand couteau possible dans le dos. Elle m'a laissé souffrir pendant 2 ans sans rien dire de cette conversation. Elle est simplement restée silencieuse. Elle a essayé de se justifier en disant qu'après le départ de mon ex, ça ne changerait rien, qu'elle ne voulait pas jeter de l'huile sur le feu. Je lui ai dit que je ne voulais pas la voir pendant longtemps, pas par rancune, mais parce que j'étais furieux de la stupidité avec laquelle elle avait caché tout ça. Elle s'est excusée en pleurant, et je ne l'ai pas consolée. Je suis juste parti. La suite va peut-être me faire passer pour quelqu'un de froid, mais je dois le dire clairement, je ne lui pardonne pas. Maintenant, pour l'autre partie de la mise à jour. Hier après-midi, mon ex est venu chez moi. Mon fils était à la maison. Il dormait, heureusement. J'ai ouvert la porte juste assez pour bloquer sa vue de l'intérieur. Elle m'a regardé droit dans les yeux et a essayé d'entrer comme si elle appartenait toujours à cet endroit. J'ai mis mon pied contre la porte et je lui ai dit « non ». Elle s'est arrêtée, puis a commencé sa crise émotionnelle. Elle a dit qu'elle voulait juste voir notre fils, qu'il lui manquait, qu'elle ne pouvait plus arrêter de penser à nous. Je lui ai répondu froidement que débarquer comme ça était totalement déplacé. Elle a dit qu'elle n'avait plus personne vers qui se tourner, qu'elle suivait une thérapie, qu'elle avait un emploi stable et voulait reconstruire la relation. Je lui ai demandé où était cette énergie il y a 2 ans. Elle a baissé les yeux et a dit qu'elle pensait ne pas mériter d'être mère après ce qu'elle avait fait, ce avec quoi je suis d'accord. Elle a ajouté que me voir élever notre fils seul la faisait se sentir petite, coupable et honteuse. Mais la culpabilité ne répare rien. La culpabilité ne nourrit pas un enfant. La culpabilité ne le serre pas dans ses bras quand il a peur, ni ne l'emmène à l'hôpital quand il a de la fièvre. J'ai tout fait seul. Elle n'a même pas envoyé une carte et maintenant elle veut une garde partagée? Soyons clairs, ça n'arrivera pas. Je lui ai dit que nous n'aurions plus de conversation personnelle et que si elle voulait demander la garde, elle pouvait passer par les tribunaux. Elle a pleuré encore plus et m'a demandé comment je pouvais être si froid. Je lui ai dit que c'est ce qui arrive quand on abandonne son enfant et qu'on disparaît pendant 2 ans. Les actions ont des conséquences, et on ne peut pas les éviter sous prétexte qu'on a retrouvé son identité. J'ai refermé la porte devant elle. Avant de la fermer complètement, je lui ai dit de quitter mon Porsche et de ne plus frapper, sinon j'appellerais la police, ce qui était évidemment une menace vide, mais je ne voulais pas que mon fils soit réveillé par le bruit. Ce matin, j'ai appelé un avocat. Il était calmé, franchement, plus optimiste que je ne l'imaginais. Il m'a dit que j'avais un dossier solide si elle portait l'affaire en justice.
Il a expliqué que la période d'abandon de plus de 730 jours était décisive et que, même si elle déposait une demande, le tribunal aurait de fortes chances de se ranger de mon côté, à moins qu'elle ne prouve un effort constant, un vrai changement et une stabilité, ce qu'elle n'a pas. Il m'a conseillé d'arrêter de répondre directement, de tout documenter, texto, appel, visite, et de garder toute communication strictement légale si cela prenait cette voie. Je suis ce conseil. Puis une autre surprise est arrivée. Ma mère m'a dit que mon ex n'était pas venu me voir en premier, elle est allée la voir, elle. Apparemment, 2 semaines plus tôt, elle l'avait contacté pour lui demander si ce serait une bonne idée de me faire une surprise et de réunir la famille. Elle lui a même demandé si je voyais quelqu'un, comme si c'était un film romantique où elle pourrait revenir et tout reprendre là où elle s'était arrêtée. Ma mère l'a remise à sa place, elle lui a dit qu'elle n'était pas la bienvenue, que j'avais tourné la page, que j'allais très bien sans elle, et qu'elle était une mère irresponsable qui avait brisé le cœur de son petit-fils. Ce n'est qu'après ça qu'elle est venue me voir. Ma mère lui a dit de rester loin de moi et de son petit-fils. Alors permettez-moi de le dire clairement, je ne crois pas un mot qui sort de sa bouche. Elle pensait que le temps s'était arrêté. Elle pensait que je l'attendais, mais non. Mise à jour 2. Eh bien, elle a déposé une demande de droit de visite. Il y a 2 jours, un huissier est venu frapper à ma porte pendant que je préparais mon fils pour la garderie. J'ai ouvert et j'ai tout de suite compris que ce n'était pas un colis. Il m'a tendu une enveloppe et a dit « Vous avez été signifié ». Je sentais qu'elle tenterait quelque chose, surtout après avoir débarqué chez moi pour pleurer et réclamer son fils. Elle réclame des droits légaux sur un enfant qu'elle a abandonné pendant plus de 2 ans. Elle demande à commencer par des visites supervisées, ce qui, en théorie, semble raisonnable pour quelqu'un qui ne connaît pas l'histoire complète. Mais dans le dossier, il y a tout un texte de victimisation, comment elle a souffert de dépression postpartum, qu'elle se sentait impuissante, et qu'elle est partie pour des raisons de santé mentale, pas pour abandonner son enfant. Rien de tout cela n'est vrai. D'abord, elle est partie quand notre fils avait 3 ans, pas un nourrisson. Ensuite, aucune hospitalisation, aucun diagnostic, aucune demande d'aide, aucun appel à mes parents, aucun message à des amis, même pas une recherche de soutien en ligne. Elle est juste partie, a disparu, et a ignoré tout le monde, y compris son propre fils. J'ai immédiatement appelé mon avocat et tout envoyé, les papiers, la lettre d'accompagnement, les captures d'écran de nos messages, ou plutôt de leur absence, ainsi que ses publications Facebook depuis qu'elle m'a débloqué. Il est confiant. Selon ses mots, c'est un cas d'abandon, point final. Il a expliqué que dans notre état, 2 ans sans contact équivalent automatiquement à un abandon parental, surtout sans pension alimentaire, sans démarche légale, sans circonstances atténuantes comme une hospitalisation ou une incarcération. Elle ne peut pas simplement réapparaître dans la vie d'un enfant parce qu'elle se sent de nouveau mère. Mais voilà où ça devient tordu, elle ne fait pas tout ça seule. Mon avocat a mentionné un autre nom dans les documents légaux, son fiancé. Apparemment, c'est lui qui finance tout. Et pas seulement financièrement, il est assistant juridique dans un cabinet de droit familial. Oui, le même homme qu'elle a fiancé l'an dernier, qui travaille dans un cabinet spécialisé dans ce genre de dossier. Je ne sais pas pourquoi elle me demandait si j'étais en couple ni ce qu'elle pensait de moi alors qu'elle était déjà fiancée. Manipulation, encore et toujours. Et cet homme m'a envoyé un message. Il a eu l'audace de m'écrire un long message condescendant sur Facebook, que j'ai supprimé et après quoi je l'ai bloqué, disant qu'il respectait ma position de parent gardien, mais qu'il pensait que je laissais la rancune brouiller mon jugement. Il a ajouté que mon ex méritait une chance de rédemption et que mon fils avait le droit de connaître sa mère biologique. Non. Mon fils a le droit d'être en sécurité, heureux, aimé, et surtout de ne plus jamais être abandonné. Voilà ses droits. Et rien de tout cela n'inclut d'être utilisé comme un accessoire émotionnel par une femme qui a disparu sans un mot et veut maintenant reconstruire sa vie, parce que son nouveau compagnon l'Y pousse. Je n'ai pas répondu, car je sais exactement ce qu'ils essaient de faire, me provoquer. Ils veulent que je m'emporte dans les messages, que je laisse une trace écrite qu'ils pourront utiliser au tribunal pour me faire passer pour un père instable. Je ne tombe pas dans le piège. Nous faisons tout dans les règles, aucun contact direct, tout documenté. Mon avocat compile un dossier complet, historique de messages, chronologie des absences, témoignages, tout. Mes parents sont prêts à témoigner. Même sa propre mère, celle qui m'avait appelé en larmes il y a 2 ans, m'a envoyé un message privé pour s'excuser de ce que sa fille me fait subir. Elle a dit qu'elle ne soutenait pas cette procédure, mais qu'elle ne voulait pas s'exprimer publiquement pour préserver la famille. C'est déjà ça. Et puis il y a ma sœur. Elle a envoyé un message à mon ex pour s'excuser. Elle lui a dit qu'elle ne voulait pas la pousser à faire ce qu'elle a fait, qu'elle pensait seulement l'aider à se confier et qu'elle n'aurait jamais imaginé qu'elle partirait pour de bon. Mais elle est allée plus loin. Elle a dit qu'elle admirait son courage de revenir et d'essayer de renouer avec son enfant. Elles reparlent ensemble. Je l'ai découvert grâce à des captures d'écran que mon avocat a récupérées de son activité publique, like, commentaires, petits cœurs sous ses photos. La même sœur qui m'avait aidé à emballer les affaires de mon ex quand on avait accepté qu'elle ne reviendrait pas. La même sœur qui gardait mon fils pendant mes gardes de nuit, qui était là quand j'ai dû dire à mon fils que sa mère ne reviendrait pas, et maintenant elle ose la qualifier de courageuse. Elle a perdu la tête.
Je l'ai appelée pour lui dire exactement ce que je pensais, qu'elle n'avait aucun droit de pardonner à quelqu'un qui avait abandonné un enfant qui n'était même pas le sien, qu'elle n'avait pas à jouer les médiatrices alors qu'elle n'a jamais eu à recoller les morceaux. Elle a essayé de se justifier en disant qu'elle pensait à l'avenir, à ce que cela pourrait signifier pour mon fils s'il grandissait sans sa mère. Laissez-moi vous dire une chose, mon fils va très bien. Il ne parle pas d'elle. Il n'a ni cauchemar, ni trouble du comportement, ni vide émotionnel. Vous savez ce qui abîme les enfants? L'instabilité, l'abandon, et la réintroduction soudaine de gens qui ne méritent pas leur confiance. Et je ne laisserai pas cela arriver sous prétexte que des adultes veulent apaiser leur conscience. Ce n'est pas de la rancune, ce sont des limites, et la différence est essentielle. Nous avons notre première séance de médiation la semaine prochaine. Mon avocat m'a prévenu, attendez-vous à ce qu'elle joue la grande scène émotionnelle. Probablement des photos, peut-être des lettres. Sans doute une version du genre, j'étais brisé, mais je suis guéri. C'est pure stratégie, elle veut montrer une façade d'effort. Mais nous avons les vrais faits. Un juge ne se soucie pas de publications Facebook ou de prétendus remords. Ce qui compte, ce sont les actions. Et elle n'en a eu aucune pendant plus de 700 jours. Mise à jour 3. Le jour de la médiation, c'était aujourd'hui, ou plutôt, c'est le nom qu'on lui donne. Ne vous imaginez pas une discussion calme autour d'un café. Elle est arrivée en avance, bien plus tôt que prévu, et a commencé à faire une scène dès qu'elle a mis un pied dans la salle. Elle était habillée en blanc. Une robe blanche complète, comme si elle était un ange, alors qu'en réalité, c'est le pire démon que j'ai jamais rencontré. Chaussures blanches, ongles manucurés, cheveux bouclés, une peluche de girafe dans une main et une pile de photos dans l'autre. Un agent d'accueil lui a dit que la médiation n'avait pas encore commencé, et elle a répondu « Ce n'est pas grave, je veux juste qu'il voie que je ne suis pas venu pour me battre ». Mon avocat s'est penché vers moi et a murmuré qu'elle jouait déjà la carte de la pitié. Elle n'arrêtait pas de marcher dans la salle d'attente, parlant à son fiancé comme s'il répétait un texte. Je ne lui ai pas adressé un mot. Je suis resté assis tranquillement à côté de mon avocat, en relisant le dossier que nous avions préparé, 2 ans de calendrier, de relevés d'appel, de captures d'écran, de photos des moments importants de mon fils, tous les moments qu'elle a manqués. Tout était classé, daté, imprimé, relié. Quand on nous a appelés, elle m'a souri comme si nous étions de vieux amis se retrouvant après un malentendu. Je n'ai pas souri. Elle a essayé de me tendre la peluche. Mon avocat s'est interposé et a dit « Aucun contact direct ». Le médiateur était neutre, mais clairement expérimenté. Il a commencé par le protocole standard, résumé de la situation, statut de la garde, puis a demandé si quelqu'un voulait dire quelque chose avant de passer aux faits. Elle a immédiatement sauté sur l'occasion. Elle a dit qu'elle voulait commencer par s'excuser, qu'elle avait commis la plus grande erreur de sa vie. Puis elle s'est lancée dans un long discours récité, expliquant qu'elle avait paniqué. Elle a dit qu'elle n'avait jamais cessé de penser à notre fils, qu'elle se sentait honteuse. Puis les mensonges ont commencé, j'ai regretté dès le lendemain. Elle a regretté le lendemain, et pourtant, elle a disparu pendant 2 ans. Non seulement elle ment, mais elle prend plaisir à répandre ses mensonges partout. C'est comme un de ces arroseurs de jardin, sauf qu'au lieu d'arroser l'herbe pour la faire pousser, elle répand de la boue pour tout contaminer. Le médiateur lui a demandé directement « Avez-vous tenté de contacter l'enfant ou le père durant cette période ?» Elle a hésité. Puis elle a dit qu'elle ne pensait pas en avoir le droit, qu'elle savait qu'elle serait rejetée, qu'elle voulait attendre d'avoir quelque chose à offrir avant de revenir. Mon avocat lui a demandé si elle avait contacté un tribunal, un thérapeute ou un service juridique pendant ce temps. Elle a répondu non. Il a ensuite demandé si elle avait envoyé une carte d'anniversaire, un email, même une lettre. Elle a admis qu'elle ne l'avait pas fait. Puis il lui a demandé si elle m'avait bloqué. Elle a dit oui, mais seulement parce qu'elle ne supportait pas de voir ce qu'elle avait laissé derrière elle. Il a hoché la tête et dit « Donc, vous avez disparu de la vie de votre enfant par culpabilité ?» Elle a répondu « Je ne voulais pas disparaître, je ne savais juste pas comment revenir. » Bon sang, qu'est-ce que ça veut dire « je ne savais pas comment revenir » ? Il te faut une boussole ? Je sais qu'elle a perdu sa boussole morale depuis longtemps, mais là, c'était du pur n'importe quoi. Puis vint mon tour. J'ai dit que je n'avais rien contre quelqu'un qui veut réparer sa vie, mais que ça ne veut pas dire qu'on peut réapparaître dans la vie d'un enfant comme si de rien n'était. J'ai expliqué que mon fils est heureux, épanoui, stable, parce qu'il est entouré de gens qui ont été là pour lui, des gens qui ne se sont pas effondrés quand les choses sont devenues difficiles. J'ai dit qu'elle avait franchi la porte, laissé notre fils seul pendant des heures, et n'avait jamais regardé en arrière. Et maintenant qu'elle a un entourage, qu'elle est guérie, elle veut rejouer l'histoire du grand retour. J'ai dit que je suis désolé pour elle, mais qu'il s'agit de la vie d'un enfant. Nous avons présenté la documentation. Nous avons même apporté une lettre du pédiatre de mon fils confirmant des rendez-vous réguliers, un développement sain, et l'absence de tout autre tuteur enregistré. Il n'y a aucun doute sur qui a été le vrai parent ici. Puis est venue une petite surprise de la part de son fiancé. Il a voulu prendre la parole pour dire qu'il l'avait encouragée à faire ce qu'il fallait, revenir, qu'elle était dans un meilleur état et voulait simplement se reconnecter de manière saine, que sa demande de visite surveillée était un signe d'humilité, pas de manipulation, et qu'il était son témoin de moralité pour prouver qu'elle pouvait être une bonne mère.
Mon avocat l'a immédiatement interrompu, vous n'êtes pas une partie de cette procédure et vous n'avez pas les qualifications pour agir en tant que conseil. Je ne sais pas ce que vous faites ici. Vous pouvez soumettre des déclarations, mais vous ne parlerez pas, et juste comme ça, il est redevenu un simple assistant juridique, pas le chevalier blanc qu'il croyait être. Nous avons terminé la séance avec instruction pour les deux parties d'éviter tout contact jusqu'à la prochaine médiation, en attendant une enquête plus approfondie. Mais voici ce qui m'est resté en tête, en partant, je l'ai vu vraiment ébranlé, d'une manière que je n'avais jamais vue avant. Sa confiance s'était envolée. Je pense qu'elle s'attendait à toute autre chose. Qu'elle allait entrer, pleurer un peu, me tendre la peluche, et que tout le monde allait applaudir son évolution personnelle. Peut-être que je ne l'avais pas assez clairement dit auparavant, mais je ne céderai pas. Je ne suis pas amer. Je ne suis même plus en colère. Je suis juste fini d'être manipulé, culpabilisé ou pris en otage émotionnellement. Elle ne peut pas simplement revenir et s'attendre à ce que le titre de maman l'attende parce que ça lui manque. Être parent n'est pas un rôle qu'on dépoussière quand on se sent prêt. Je n'étais pas prêt, et pourtant j'ai dû tout faire, pour mon fils. Mon fils ne sait toujours pas ce qui se passe, et il ne le saura pas tant que ce ne sera pas terminé. Je protège avant tout sa tranquillité. Il a une vie pleine d'amour, de structure, et de gens qui sont là pour lui. Je ne laisserai personne menacer ça, pas même la femme qu'il a mis au monde. Nous avons une autre séance dans 2 semaines, et nous nous préparons déjà. Mise à jour 4. Avant de commencer, certaines personnes m'ont demandé si j'étais bien le père de mon fils, si je devrais faire un test ADN. J'apprécie le conseil, mais c'est déjà fait. Je l'ai fait quelques mois après son abandon, et il a confirmé ce que je savais. Bref, je remercie tous ceux qui m'ont soutenu et donné des idées. Je ne m'attendais pas à ce que la majorité comprenne mon combat, mais ça fait du bien de ne pas se sentir seul. Nous avons reçu la décision du tribunal ce matin. Après tout cet abandon, ces mensonges, cette réapparition soudaine et ce faux récit de transformation, c'est enfin terminé. Elle s'est vue refuser toute visite. Même pas surveillée. Le juge a statué que je conserve la garde légale et physique complète de notre fils. Il a insisté plusieurs fois sur le terme « abandon flagrant ». Il a dit que sa tentative de réintégrer la vie de son enfant maintenant, après 2 ans de silence absolu, montrait plus des signes de culpabilité, de gestion d'image et de besoin de contrôle qu'un véritable instinct maternel. Le tribunal n'a pas cru à sa transformation. Pas après avoir examiné les preuves, absence totale de contact, absence de carte d'anniversaire, aucune demande auprès du tribunal, et une réapparition soudainement alignée avec un nouveau fiancé et une nouvelle stratégie juridique. Elle a éclaté en sanglots au tribunal. Elle s'est caché le visage comme si elle était victime d'une attaque, comme si c'était elle la victime. Mais personne n'est allé la consoler, ni le juge, ni le médiateur, ni même son fiancé. En parlant de lui, il est parti sans dire un mot. Peut-être croyait-il qu'il pouvait l'aider à obtenir une sorte de rédemption publique. Peut-être voyait-il ça comme un projet de cœur, ou pensait-il qu'ils obtiendraient la garde et fonderaient une famille ensemble. Dans tous les cas, c'est fini. Le tribunal lui a laissé la possibilité de redéposer une demande dans 2 ans, mais seulement si elle remplit 3 conditions. Une évaluation psychiatrique complète avec recommandation de thérapie à long terme. Un programme parental agréé par l'État, avec des cours en présentiel, pas en ligne. Et des preuves concrètes et vérifiables de stabilité à long terme, emploi, logement, absence de comportement erratique, et surtout, des tentatives soutenues de communication supervisée approuvées par le tribunal. En résumé, elle doit tout reconstruire à partir de zéro, et le faire correctement. Je suis sorti du tribunal en ayant enfin l'impression de pouvoir respirer. Mon fils était à la garderie, il riait, jouait, vivait sa vie, et maintenant je sais qu'il est protégé, légalement, émotionnellement et physiquement, contre toute illusion qu'elle pourrait nourrir pour forcer son retour. Mais apparemment, pour elle, ce n'était pas fini. Cette même nuit, elle est revenue chez moi. J'ai entendu frapper un peu après 21h. Je n'attendais personne. Quand j'ai regardé par le Judas et que je l'ai vue là, j'ai eu la nausée. Elle tenait dans ses bras la même peluche qu'à la médiation, celle qu'elle avait essayé de donner à mon fils, comme si cela pouvait effacer 2 ans d'abandon. Je n'ai pas ouvert la porte. J'ai juste éteint les lumières du porche et attendu. Elle est restée 2 heures, assise sur le perron, dans le froid. Quand j'ai vérifié plus tard, elle était partie, mais elle avait laissé un mot collé à la porte. Il disait « J'ai tout perdu à nouveau. Je ne suis pas venu pour me battre. Je voulais juste serrer mon fils dans mes bras une dernière fois. » Cette phrase, une dernière fois, m'a fait réfléchir, parce que la vérité, c'est qu'elle a déjà eu sa dernière fois. Elle l'a choisi le jour où elle a fait ses valises et nous a quittés sans même un adieu. Quelle honte. J'ai montré la note à mes parents, ils ont appelé la police. Un rapport a été déposé, mais elle était déjà partie quand ils sont arrivés. Mon avocat prépare déjà une ordonnance d'interdiction de contact. Donc, si elle revient, la police n'attendra pas cette fois. Elle n'utilisera plus jamais mon perron comme scène de repentance, cette époque est terminée. J'ai changé de numéro. Mon fils a maintenant 5 ans. Il est drôle, bruyant, avec un grand rire et une étrange obsession pour les dinosaures, rien d'inhabituel, beaucoup d'enfants ont ça. Il dort toute la nuit la plupart du temps.
Il connaît son histoire du soir par cœur et me corrige quand je me trompe sur les mots. Il ne se souvient plus d'elle, et il ne pose pas de questions. Il est entouré de personnes qu'il aime, mes parents, ses enseignants, mes collègues qui lui laissent de petits cadeaux et des collations juste parce qu'ils l'adorent. Il grandit dans un monde où il est désiré chaque jour, et c'est tout ce qui compte. J'ai aussi recommencé à sortir avec des gens, doucement. Je ne présente personne à mon fils. J'ai appris cette leçon à la dure, mais je réapprends peu à peu à avancer. Je ne sais pas quelle est sa vie aujourd'hui. Je me fiche qu'elle reste avec son fiancé, qu'elle finisse seule ou qu'elle écrive des publications Facebook sur sa douleur. Rien de tout cela ne me concerne. Nous allons bien. Quant à ma plainte contre elle pour avoir abandonné notre fils, je n'ai jamais eu droit à des aveux. C'est sa parole contre la mienne. Quoi qu'il en soit, mon avocat continue de travailler, et la prochaine étape est une plainte pour abandon, suivie d'une autre pour pension alimentaire en retard et futur. Je n'ai pas besoin de cet argent, mais je ne peux pas laisser passer ce qu'elle a fait. Une partie de moi aurait préféré qu'elle reste loin. J'ai l'impression qu'elle ne cherche qu'à faire du mal et qu'elle n'a pas été satisfaite de ce qu'elle a provoqué il y a 2 ans. Mise à jour 5. Pendant tout ce temps, j'ai hésité, devais-je publier de petites mises à jour, les ajouter en commentaire, ou attendre d'avoir une vraie fin, une clôture, ou peu importe comment on veut l'appeler, avant de tout poster ici? J'ai choisi la dernière option, alors voici tout ce que je voulais écrire et que je n'ai pas fait jusqu'à présent. Par exemple, ma sœur, à qui je ne parle plus et à qui je ne parlerai probablement plus jamais. Je suis toujours en colère contre elle, mais apparemment, elle aussi m'en veut. Non contente de ce qu'elle a fait, elle pense avoir le droit de me voir comme le méchant, elle me trouve irrationnelle. Mes parents ont eux aussi limité leur contact avec elle. Ce n'est pas quelque chose que j'avais mentionné avant, au milieu de tout le désordre juridique, mais mes parents et ma sœur ont eu plusieurs conversations houleuses. Elle pense que ce n'était pas si grave, et que je devrais donner à mon ex une chance de voir son fils, mes parents ne sont pas d'accord. D'après ce que je sais, mon ex a annulé ses fiançailles, mais je ne sais pas qui a quitté qui. Je le sais parce que ma sœur l'a dit à mes parents, comme une façon de présenter mon ex comme une victime dont ma rigidité aurait détruit la vie, puisqu'elle ne peut plus voir son enfant et qu'elle a perdu son partenaire en plus. Eh bien, ma chère sœur, je m'en fiche. La prochaine fois, occupe-toi de ta victime, toi-même et évite de donner des conseils qui ruinent sa vie. Peut-être qu'un conseil plus maternel t'aurait évité d'être retiré du testament de nos parents. Nous avons terminé le procès, et le résultat est aussi positif que possible. Ce n'est pas que je sois heureux d'avoir gagné, cet argent ne changera rien. Mais je n'allais pas laisser une femme manipulatrice et menteuse, capable d'abandonner un enfant, et assez égoïste pour revenir seulement quand elle en avait envie, s'en tirer sans conséquence. Je sais que certains me verront comme le méchant, certains l'ont déjà fait dans ma précédente mise à jour. À ces gens-là, je demande, pensez-vous qu'elle voulait vraiment être mère maintenant? Elle a toujours la possibilité d'essayer, en nous contactant par les voies légales. Pensez-vous qu'elle l'ait fait? Absolument pas. Elle ne s'est jamais souciée de son fils. Elle s'est simplement réveillée un jour en se disant que sa vie manquait d'un enfant, et elle s'est souvenue qu'elle en avait un. Tout ce qu'elle a fait n'a jamais concerné lui, seulement ses propres désirs égoïstes. Elle était égoïste il y a des années, elle l'est toujours aujourd'hui. Et rien de ce que vous direz pour la défendre, l'embellir, ou me faire passer pour le coupable n'y changera quoi que ce soit. Je ne vais pas non plus tomber dans l'excès inverse ou suivre les conseils plus vindicatifs, comme forcer mon fils à appeler ma petite amie, maman. Il l'a rencontrée et ils s'entendent bien, c'est quelque chose dont je m'assure, car il est important que mon fils l'accepte. Mais il y a une grande différence entre ça et le fait de la lui imposer comme mère. Ma priorité a toujours été de protéger mon fils. Je ne vais pas le mettre dans une situation pareille juste pour me rassurer ou me prouver qu'il a déjà oublié sa mère biologique, ou quelque chose du genre. Il ne se souvient presque plus d'elle, donc rien ne change. Et oui, je lui ai parlé de sa mère, et cela ne l'a pas beaucoup intéressé. Je ne sais pas s'il n'est pas encore assez âgé pour comprendre pleinement et qu'il aura plus de questions plus tard, ou s'il s'en fiche tout simplement. Mon ex pourra réessayer, quelque chose qu'elle pourra faire en 2026, dans 2 ans. Qu'elle le fasse ou non reste à voir, tout comme l'issue dont j'avais parlé. Rien n'a changé pour l'instant, et rien ne semble prêt à changer. Donc le résultat sera probablement très similaire à ma précédente mise à jour. Si c'est le cas et que vous n'entendez plus parler de moi, ceci est mon dernier salut et mes remerciements pour m'avoir lu au fil de ces semaines. Vous ne savez pas à quel point cela m'a aidé, même si nous ne nous verrons jamais en face à face, de vous savoir ici à me soutenir.